Frédéric II excellait déjà dans l'art de la chasse aux oiseaux de proie. La fauconnerie moderne est aussi une façon de préserver la nature. Visite chez le fauconnier de Hambourg. L'art de chasser avec des oiseaux. Tel est le titre d'un ouvrage rédigé par l'empereur allemand Frédéric II de Hohenstaufen. Aujourd'hui encore, ce traité est une référence pour tous ceux qui s'intéressent à la fauconnerie. Au XIVe siècle, lorsqu'on voulait chasser avec des aigles, des faucons ou des autours, il suffisait d'aller prendre des oiseaux dans leur nid. Cette pratique autrefois courante est désormais considérée comme criminelle. Les rapaces ont en effet failli disparaître complètement au cours du XXe siècle et sont aujourd'hui strictement protégés. Comme l'expliquait déjà l'empereur allemand dans son ouvrage, un bon fauconnier se doit d'être aussi un bon ornithologue et de protéger les oiseaux. Les fauconniers sont aujourd'hui souvent accusés d'être passéistes, d'avoir une attitude sacrilège envers la nature, de maltraiter les animaux, aux grandes dames de ceux qui s'efforcent de représenter dignement leur art. Le fauconnier et ancien professeur de médecine vétérinaire Christian Zahr habite à Wandsbek, un quartier résidentiel de Hambourg. Voici Béa, c'est le nom qu'il a donné à son autour, et le furet qui va l'accompagner à la chasse. C'est ainsi toute une petite ménagerie que Christian Zahr emmène à chaque fois avec lui. Dans la nature, le furet et l'autour chassent le lapin, et c'est exactement ce qu'ils vont faire une fois de plus pour le fauconnier. Il arrive également que le professeur Zahr chasse au faucon. Il est connu pour avoir élevé dans les années 60 des faucons pèlerins qu'il a ensuite relâchés dans la nature, ce qui a permis de sauver cette espèce menacée. Des autours ont aussi vu le jour dans ces volières. Celui-ci a 7 ans. Il a été élevé par nos soins à Hambourg. Ces dernières années, nous avons fait de grands progrès dans l'élevage des autours en captivité. Autrefois, on pensait que c'était impossible, mais les principaux problèmes sont désormais résolus. L'autour et le furet sont placés dans une caisse pour ne pas être perturbés durant le trajet en voiture. Âgé de 72 ans, Christian Zahr est né à Berlin et a enseigné jusqu'en 1983 à la faculté de médecine vétérinaire de l'Université libre de Berlin, avant de s'installer à Hambourg. Il a deux passions, la musique classique et la fauconnerie. Après 50 années passées à s'occuper des rapaces, c'est avec un certain détachement qu'il réagit aux attaques des adversaires de la fauconnerie. Beaucoup de gens s'apitoient en voyant les oiseaux dans les volières. Mais c'est aussi une satisfaction lorsque les rapaces y font leur nid, pondent des œufs, élèvent leurs petits. Durant la saison de la chasse, ils ont tous les jours l'occasion de se mouvoir librement. La saison de la chasse s'étend sur tout le semestre d'hiver. Les fauconniers se retrouvent sur le domaine d'une raffinerie de Hambourg. Les points rouges correspondent à des lapins abattus. Le chargé de l'environnement s'en réjouit. Depuis 3 ans, les fauconniers se donnent rendez-vous ici pour chasser. Ils se connaissent bien. L'endroit est un Eldorado pour eux. Ils y ont déjà abattu plus d'1 millier de rongeurs. Plusieurs facteurs expliquent que l'on y trouve autant de lapins. Premièrement, la raffinerie est pratiquement déserte. Deuxièmement, l'herbe qui pousse sur les remblais autour des citernes est particulièrement savoureuse. Et troisièmement, les rongeurs peuvent facilement y creuser des trous. Voici Lulu, le border terrier de Christian Zahr. Thilo Henkel et Jens Strumpf sont aussi des fauconniers. En voyant Lulu, on dirait un petit chien de compagnie, mais les apparences sont trompeuses. Les autours n'ont pas été nourris car ils doivent avoir faim pour chasser. Les oiseaux connaissent l'endroit dans ses moindres recoins.
Le chien passe en courant à côté d'un terrier et se précipite vers le remblai. S'il y avait eu un lapin dans le trou, il l'aurait senti. Les lapins posent un réel problème à la compagnie pétrolière car ils viennent creuser des trous dans les talus censés protéger les citernes. Elle a donc tout intérêt à laisser les fauconniers chasser sur le terrain aussi souvent qu'ils le souhaitent. Que pensez-vous de ce type de chasse? Je trouve ça bien. C'est mieux que la chasse au fusil. Encore un terrier vide. Les fauconniers, armés de leurs furets et de leurs autours, suivent le chien jusqu'à ce qu'il flaire une piste. Ce qui est particulièrement fascinant dans la chasse au vol, c'est que tout repose sur l'action conjuguée des animaux, celle du chien, du furet et de l'oiseau. Il faut que les animaux collaborent entre eux. C'est un mode de chasse beaucoup plus subtil que n'importe quel autre. Il reproduit des mécanismes qui ont lieu chaque jour dans la nature, sans l'intervention de l'homme. Les autours qui vivent en liberté se nourrissent en effet de lapins, entre autres. Le furet se faufile dans le terrier pour forlancer le lapin si le chien ne s'est pas trompé. Le rapace parvient à attraper sa proie en à peine 4 secondes. Dans la nature, le lapin périt d'une mort assez lente, transpercé par les serres du rapace. Mais à la chasse, le fauconnier lui épargne ses souffrances et l'achève au bout d'une vingtaine de secondes d'un geste totalement maîtrisé. Le chargé de l'environnement est satisfait. Vous avez vu la scène? Oui. Et qu'en pensez-vous? Merveilleux. Un très beau vol en piqué. L'autour était sur le bras de M. Zar et zac, il a littéralement fondu sur sa proie. Avant d'être le gibier du chasseur, le lapin est la proie du rapace, car les autours se nourrissent de rongeurs. C'est une méthode très naturelle. Comment faisiez-vous avant? Nous avons essayé de chasser les lapins au fusil et de mettre du poison, mais ce n'est pas une solution. Je pense que la méthode actuelle est beaucoup plus humaine. Pour que le rapace vienne se percher de nouveau sur son bras, le fauconnier utilise comme leurre un morceau de viande. Il en profite pour faire disparaître le lapin dans sa gibecière. L'autour a attrapé sa proie du premier coup, mais ce n'est pas toujours le cas. Si le rapace manque son attaque, le lapin peut s'échapper sans être blessé. C'est la grande différence par rapport à la chasse au fusil. Il est fréquent à la chasse qu'un animal soit touché par une balle, se réfugie dans son terrier et y meurt. J'ai chassé au fusil autrefois, mais depuis que je me suis lancé dans la fauconnerie, cela devient de plus en plus rare. La chasse au vol se fait dans le silence. Il est beaucoup plus difficile de diriger les animaux que d'appuyer sur la détente. Les balles des fusils sont souvent à l'origine de souffrances pour les animaux. Les proies qui réussissent à esquiver le rapace, elles, sont parfaitement indemnes. Tout va très vite, en 3 secondes seulement. Le fauconnier arrive aussitôt sur les lieux pour mettre fin au supplice du lapin. Lulu est déjà parti en quête de nouveaux terriers, bientôt suivi par le cortège des chasseurs. Le chien avance en rampant. Le furet s'enfonce dans les profondeurs de la raffinerie. Les fauconniers et leurs protégés sont sur le qui-vive. Le caméraman aussi. Le lapin a été le plus rapide. Il faut faire en sorte que l'autour revienne se percher sur le bras du fauconnier, même quand il n'a pas attrapé sa proie. Le plus important, c'est d'éveiller la confiance de l'oiseau. Pour cela, nous avons recours à la nourriture. Dès que le rapace revient vers nous, nous lui donnons un peu à manger. Ainsi, le fait de revenir vers l'homme est associé pour lui à quelque chose de positif. L'oiseau est totalement libre durant la chasse. Il pourrait très bien dire « j'en ai assez, je m'en vais, je retourne vivre en liberté ». Mais il ne le fait pas. Encore une fois, le rapace a été pris de court par un lapin qui s'est réfugié à toute vitesse dans un autre terrier. L'oiseau a beau regarder de tous les côtés, il doit s'avouer vaincu. Mon moment préféré à la chasse, cela en surprendra peut-être certains, c'est lorsque le lapin réussit à s'enfuir. Bien sûr, j'aime attraper du gibier, mais les plus beaux vols sont souvent ceux où le lapin parvient à s'échapper. Les plus beaux vols. Nous commençons à comprendre peu à peu ce qui fait pour lui la fascination de la fauconnerie.
Il y a plusieurs moments forts durant la chasse. L'un d'entre eux, c'est bien sûr quand le rapace revient de loin pour se poser sur votre poing. Horst Stern a dit un jour, les fauconniers sont des gens intéressants, car c'est en redonnant sans cesse leur liberté aux oiseaux qu'ils les apprivoisent. Mais la chasse n'est pas l'unique centre d'intérêt de Christian Zahr. L'ancien professeur de médecine vétérinaire maîtrise en effet non seulement l'art de chasser avec les oiseaux, mais aussi celui de les élever. Nous sommes en avril dans le sous-sol de sa maison de Hambourg. Les bagues sont prêtes. Ces faucons pèlerins ont à peine quelques jours. Voilà maintenant 30 ans que Christian Zahr a décidé de prendre en main, au sens propre du terme, le destin de l'espèce. Il vient ici 4 fois par jour pour nourrir les oisillons nés en couveuse. Avec une infinie patience, il requinque les plus fragiles, leur donne à manger par petites bouchées et fait tout ce qui est en son pouvoir afin que ces minuscules protégés surmontent sans encombre la première phase de leur vie d'oiseau. Dans quelques semaines, ces faucons s'envoleront dans la nature comme bien d'autres avant eux. Plus de 700 oiseaux ont déjà bénéficié de notre programme. Au nord du Main, presque tous les faucons ont été élevés par Christian Zahr. Est-ce une fierté pour vous? Oui, bien sûr. C'est une grande réussite. D'autant plus que cela paraissait impossible il y a quelque temps encore. L'élevage n'est pas la méthode appropriée pour sauver toute une espèce, déclarait en 1973 l'Union allemande de protection des oiseaux. Christian Zahr approuvait le contraire. On les entend pépier. Juste avant que l'œuf n'éclose, la bulle d'air se déplace. Sur celui-ci, elle est déjà de travers. C'est la bulle d'air, là? Oui, l'oisillon va ensuite la percer. Où est l'oiseau? C'est la tache noire? Oui. Ces œufs ont été pondus par des couples de faucons qui vivent dans la station d'élevage. Les œufs sont ensuite placés en couveuse selon une méthode désormais éprouvée. Le professeur a lancé ses premières expériences pour tenter de contrer la disparition de l'espèce il y a 40 ans. Le DDT, cet insecticide hautement toxique, très utilisé dans les années 50 et 60 pour protéger les cultures, ne tuait malheureusement pas seulement les insectes. Ces dégâts se sont propagés tout au long de la chaîne alimentaire. Les poisons accumulés dans l'organisme des petits oiseaux et des poissons ont fini par menacer également les faucons, les autours et les aigles. De moins en moins de couvées donnaient le jour à de nouveaux rapaces. Le DDT a été interdit en 1971 en raison notamment de son caractère dangereux pour l'homme. Mais pour certaines espèces, cette mesure est venue trop tard. Le faucon pèlerin, notamment, était déjà en voie d'extinction. De plus en plus de petits mouraient dans l'œuf. Les œufs n'étaient pas fécondés ou bien ils étaient si friables qu'ils ne pouvaient être couvés à terme. En Allemagne, seuls quelques rares rescapés avaient survécu dans le sud du pays. C'est sur eux que se fondaient tous les espoirs des écologistes et des ornithologues après l'interdiction du DDT. Les 25 derniers couples d'oiseaux vivant dans le Bade-Württemberg étaient surveillés comme de véritables trésors. C'est aussi à cette période que de nombreux spectacles de fauconnerie et parcs d'observation de rapaces ont vu le jour. Ces oiseaux rares constituaient une source de revenus intéressante et des réseaux de trafic n'ont pas tardé à se mettre en place. Certains fauconniers eux-mêmes n'ont pas résisté à la tentation. Les émirs ont une prédilection pour les faucons sacrés, mais certains étaient prêts à payer de fortes sommes pour des faucons pèlerins. Des espèces entières ont ainsi failli être rayées du globe en raison de l'appât du gain de certains marchands. Les écologistes ont eu le plus grand mal à empêcher que des criminels n'éradiquent complètement le faucon pèlerin dans les régions du sud de l'Allemagne. Quant au nord de l'Allemagne et à la RDA, la situation y paraissait déjà irrémédiable. C'est alors que Christian Zahr, à l'époque professeur à la faculté de médecine vétérinaire de Berlin, décide de se lancer dans une expérience inédite, élever des faucons pèlerins en captivité. Les premiers oisillons voient le jour dans les locaux de l'université libre de Berlin. L'aéroport berlinois de Tempelhof sert de refuge aux faucons pèlerins qui viennent couver leurs œufs sur les toits des bâtiments. En 1977, la première opération de remise en liberté est une réussite. Les faucons pèlerins, qui étaient encore menacés de disparition il y a peu, refont leur apparition dans le ciel au-dessus de Berlin. En dépit de ces premiers résultats encourageants, le professeur Zahr et ses étudiants rencontrent un problème.
Les œufs pondus par les quelques couples reproducteurs dont il dispose ne sont pas fécondés. L'équipe du professeur Zahr met alors au point une méthode d'insémination artificielle. Dès lors, la couveuse de l'Institut ne désemplit plus. Les chercheurs planifient d'étendre le programme au-delà des frontières de Berlin. Bientôt, les faucons pèlerins de Christian Zahr se retrouvent en Hesse, en Rhénanie du Nord-Westphalie et en Basse-Saxe. Après la réunification, ils retrouvent le chemin de l'ex-Allemagne de l'Est et s'installent notamment dans les montagnes du parc national de Saxe. Une fois qu'ils ont recouvré leur liberté, les faucons se regroupent en tribus et commencent à se reproduire. Aujourd'hui, l'avenir de ces nicheurs cavernicoles est définitivement assuré grâce aux différentes mesures prises durant les dernières décennies. Interdiction du DDT, protection des espaces de vie des rapaces, sans oublier le programme de remise en liberté dirigé par Christian Zahr. De son côté, le professeur poursuit son élevage. Prochaines étapes, le Mecklembourg et le Brandebourg. Il y a quelques années encore, on trouvait dans ces deux Länder, situés à l'est de l'Allemagne, des faucons pèlerins arboricoles, qui ne vivent par ailleurs qu'en Australie et en Alaska. Le faucon pèlerin est normalement cavernicole et il est très rare qu'il établisse son aire en haut des arbres. Chaque saison de couvaison donne le jour à 40 nouveaux oisillons, 40 précieux représentants de l'espèce qui contribueront à repeupler les colonies allemandes de faucons arboricoles. Le professeur aide les petits faucons à franchir le cap des 2 premières semaines, puis il les ramène à leurs parents. C'est toujours un plaisir pour vous d'assister à cette scène. Ce n'est plus le même état d'excitation que les premières fois. Mais oui, c'est toujours un plaisir. Même si cela veut dire aussi beaucoup de travail. Quand allez-vous le remettre en liberté? Dans 6 à 7 semaines environ. 15 jours plus tard, début de la phase numéro 2 dans la vie du jeune faucon. Christian Zahr tient soigneusement ses protégés à l'abri du public. Les rapaces sont encore très recherchés et peuvent atteindre des sommes élevées auprès de certains amateurs aux intentions douteuses. Pour construire sa station d'élevage, il a bénéficié de l'aide de la municipalité de Hambourg, des autorités fédérales, du fonds Brême pour la conservation des oiseaux et de l'ordre de la fauconnerie allemand. L'endroit est dissimulé derrière des lierres et des orties. Les volières sont installées dans un banal préfabriqué. Christian Zahr ne veut surtout pas éveiller l'attention des trafiquants d'animaux. La musique en provenance du transistor couvre tous les autres bruits. Le professeur veille à ce que la lumière dans le couloir reste toujours tamisée. Ainsi, les oiseaux qui se trouvent dans les 20 volières situées de part et d'autre du couloir, derrière les parois en tôle, ne peuvent ni voir ni entendre les humains, un facteur décisif pour la réussite de l'élevage. Des trous percés dans la tôle permettent de jeter un coup d'œil à l'intérieur des volières sans se faire remarquer. Les oiseaux sont nourris 2 fois par jour à l'aide d'un puits. Ce couple d'oiseaux s'occupe de ces petits nés en couveuse. Dans quelques semaines, ils vont être relâchés dans le ciel du Brandebourg. Cet oiseau-ci vient de pondre des œufs. Christian Zahr lui avait retiré ceux de la première ponte. L'heure est venue de ramener leur progéniture aux heureux parents. Ils détestent perturber les oiseaux, mais c'est nécessaire pour élever le plus grand nombre possible à partir des quelques oiseaux qui vivent dans ces volières. Prudemment, ils retirent les œufs aux parents alarmés. Puis, ils placent les oisillons de la première couvée là où avait débuté leur jeune vie. Les adultes vont-ils accepter leurs petits? Leur première réaction est d'attaquer les intrus. La vie du professeur Zahr est consacrée aux animaux et à leur survie. Au nom de cette passion, il accepte de nombreuses contraintes, pour lui comme pour ses protégés. Mais tous ses efforts sont largement récompensés lorsqu'il peut, comme c'est le cas cette année, remettre en liberté 40 nouveaux rapaces. Ces 2 faucons, par exemple, vont aller repeupler les forêts du Mecklembourg, au nord de l'Allemagne. À peine Christian Zahr s'est-il éloigné de la volière que les oiseaux commencent à s'intéresser à leurs petits. Leur instinct fait abstraction des changements soudains survenus chez les oisillons. Les détracteurs du professeur pensaient l'entreprise condamnée à l'échec. Les faits prouvent le contraire. Tandis que les petits de la première couvée ont rejoint leurs parents, Christian Zahr place les œufs de la 2e ponte en couveuse.
Dans 3 semaines, les 2 petits faucons quitteront le nid et prendront le chemin de la nature. Le Mecklembourg, par une journée de juin. Nous accompagnons Christian Zahr à Parkim. Il a rendez-vous avec le garde forestier derrière une ancienne caserne russe. Ces dernières années, le professeur a remis en liberté 81 oiseaux dans la région pour le plus grand plaisir des fauconniers et chasseurs du Mecklembourg. Les faucons, encore incapables de voler de leurs propres ailes, entament la 3e phase de leur existence dans une cage d'acclimatation. Les salutations sont rapides. Tout le monde est soucieux de ramener les oiseaux le plus vite possible à l'air libre. Les crampons sont de rigueur pour mener à bien l'opération. Bien que le faucon pèlerin soit normalement un nicheur cavernicole, les oiseaux de la région établissent leur nid au sommet de grands arbres, ce qui ne facilite guère leur remise en liberté. Avant de transporter les oiseaux au sommet de l'arbre, on les munit de bagues de couleurs et de numéros qui serviront à les identifier. La pose de la bague réclame beaucoup de soins. Christian Zahr est soulagé lorsque la procédure est achevée. Bientôt, les faucons vont pouvoir contempler leur nouveau territoire du haut de l'arbre. La cage est perchée à 15 mètres. Le garde forestier Köhler fait une dernière photo avant que l'oiseau ne soit emporté dans un sac en haut de l'arbre. Pour l'instant, nous nous contentons d'observer du sol cette manœuvre périlleuse. Le garde forestier se répand en compliments. C'est vraiment l'un des rares cas où l'on a réussi à réimplanter une espèce qui avait disparu par la faute de l'homme. Vous voyez combien d'efforts sont nécessaires pour faire revivre toute la colonie de faucons. Cela représente beaucoup de travail. Il est si facile en comparaison de laisser périr l'espèce ou de la détruire. Sauver une espèce menacée d'extinction par la faute de l'homme, voilà pour les fauconniers et les chasseurs une parfaite occasion de redorer leur blason, sauf lorsque des opérations comme celle-ci sont utilisées comme alibi, mais Christian Zahr est au-dessus de tout soupçon. Durant 2 semaines, les faucons seront nourris dans leur perchoir au moyen d'une corde. À l'issue de ces 15 jours, les oiseaux seront capables de voler et on les relâchera dans la nature. Le fauconnier nous emmène dans une cachette secrète, non loin de la cage, afin d'observer le premier couple de faucons pèlerins du Mecklembourg en train de couver. J'en vois un. Depuis déjà 2 ans, ces faucons élevés par Zahr se reproduisent en liberté. Ils vivent dans une aire aménagée auprès de la cage d'acclimatation. C'est une belle image pour vous. Bien sûr. C'est la preuve que ce projet est une réussite. Nous étions peu à y croire au départ. À la fin de l'opération, les responsables espèrent remettre en liberté 25 couples qui pourront alors se reproduire. C'est la dernière grande phase de l'opération et elle va nous occuper encore quelques années. Pour accélérer le processus, les écologistes ont décidé d'amener aux jeunes oiseaux des frères et sœurs en provenance de la couveuse de Hambourg. Paul Zimmer est venu spécialement du Brandebourg afin de procéder à cette opération délicate. C'est lui qui va grimper en haut de l'arbre. Cette fois, nous avons décidé de le suivre avec la caméra. Les parents sont au sans-coup, mais les écologistes n'ont pas le choix. Paul Zimmer dirige la station de protection de l'environnement de Wöblitz, non loin de Berlin. D'avril à août, cet expert en oiseaux de proie parcourt la nature pour baguer les oisillons, du petit faucon arboricole au grand aigle de mer. Outre l'intérêt scientifique, la pose des bagues aide à cibler les mesures de protection. Combien de fois êtes-vous déjà monté en haut d'un arbre comme celui-ci? Je n'ai pas compté. C'est comme si vous me demandiez combien de kilomètres j'ai parcouru dans ma vie. Combien d'oiseaux avez-vous bagué? Là encore, je ne peux pas vous donner de chiffres précis. Plusieurs milliers? 200 à 300 chaque année environ. C'est maintenant au tour des 2 descendants de faucons pèlerins remis en liberté. Nous sommes parés pour surtout ne rien manquer de la scène. Le grand moment est arrivé. Une caméra suit les parents en proie à une vive agitation. Le deuxième caméraman accompagne Paul Zimmer le long du tronc.
Cela paraît simple, mais c'est en réalité très compliqué. Nous avons beau essayer, impossible de grimper avec la caméra. Il y a toujours que les oiseaux attaquent, nous a prévenu Paul Zeumer. L'aire des rapaces se trouve à 20 mètres du sol. Le professeur Zahr et le garde forestier suivent attentivement l'opération d'en bas, en compagnie de 2 faucons de Hambourg. Oh, du wirst alle sofort wissen. Ein Männchen und ein Weibchen, glaube ich. Terzel und Weib. Les oiseaux adultes tournoient au-dessus de nos têtes. Il faut faire vite. Oh, mein Freund. Weibchen. Zeumer engouffre les petits au fond du sac et les redescend immédiatement pour qu'ils soient pesés et bagués. L'oisillon, fierté des écologistes et amateurs de rapaces du Mecklembourg, passe rapidement sur la balance, puis est aussitôt bagué. À l'avenir, les ornithologues pourront ainsi suivre le parcours des faucons issus des élevages de Christian Zahr. Aussitôt, les 2 oiseaux repartent vers leur nid. Ils y seront bientôt rejoints par leurs 2 congénères du même âge, venus tout droit de la station d'élevage de Hambourg. Les experts sont confiants, ils savent que la manœuvre va réussir. Les parents vont accepter instinctivement les nouveaux venus et leur donner à manger dès que le calme sera revenu, même si pour l'instant, ils continuent à pousser des cris effarouchés. C'est ainsi qu'une couvée de 2 se transforme en couvée de 4. Cette photo est un document. Elle immortalise les débuts d'un projet environnemental promis à un grand avenir. Himmelpfort dans le Brandebourg. Là encore, les oiseaux dans le carton sont des faucons pèlerins. Nous sommes cette fois à la station de protection de l'environnement de Wöblitz où travaille Paul Zeumer. Dès la réunification, les autorités ont pris soin d'aménager de vastes espaces protégés à l'est de l'Allemagne. Comme le faucon pèlerin avait disparu de la région, les écologistes ont accueilli à bras ouverts le professeur Zahr lorsqu'il leur a proposé son aide en 90. Ici aussi, le DDT a fait des ravages dans les rangs des aigles pêcheurs, mais les efforts continus accomplis en Allemagne de l'Est pour la protection des espèces animales ont porté leurs fruits et permis de sauver les derniers représentants de la race, ainsi que celle des aigles de mer. Déjà au temps de la RDA, Paul Zeumer jouait un rôle moteur dans les associations de défense des faucons pèlerins. Il est très vite entré en contact avec Christian Zahr. Le délégué à la protection de l'environnement et le fauconnier se sont compris d'emblée car ils poursuivent un même but. Tous 2 voient dans la remise en liberté des faucons pèlerins une mesure essentielle à la sauvegarde du milieu. L'objectif de Paul Zeumer est de redonner un avenir aux aigles et aux faucons. Il apprécie grandement le soutien apporté par l'éleveur fauconnier-chercheur de Hambourg. Cette collaboration n'a rien d'une évidence. De nombreux écologistes rejettent en bloc le travail des fauconniers. Un aiglon pêcheur. Zeumer recueille des oiseaux accidentés et malades et leur prodigue des soins attentifs au sein de la station. Sa délicatesse, ses compétences, sa droiture et son ouverture d'esprit le rapprochent du fauconnier. Je fréquente essentiellement des fauconniers soucieux de protéger les oiseaux. Il y en a qui utilisent cette activité comme alibi. Chez certains, il s'agit d'une véritable prostitution de la fauconnerie d'opérette. On trouve aussi beaucoup d'imposteurs, mais c'est vrai dans tous les domaines. Le secteur de l'environnement n'est pas épargné sur ce plan. Il compte plus de charlatans que de personnes vraiment respectables, honnêtes et combatives. Honnête, combatif, c'est justement l'impression que nous laissent ces 2 amoureux des oiseaux. Pour l'heure, ils se réjouissent car ils viennent d'apprendre le démantèlement d'un réseau de trafiquants. La police judiciaire de Saxe a découvert un chargement de milans rouges et de faucons et les a apportés à la station durant la nuit. Les oiseaux n'ont sans doute pas été élevés en captivité. Tout laisse à penser qu'il les a fait sortir des cages. Ils ont exactement le même âge que ceux qui sont dehors. Mais que fait-il de tous ces 1000 ans?
Les trafiquants comptaient probablement les vendre à de prétendus amateurs peu scrupuleux. À côté, les faucons pèlerins élèvent les petits qui seront ensuite remis en liberté. Celui-ci a perdu une moitié de l'aile, mais cela ne pose pas de problème pour l'élevage. Tout a commencé dans les années 60. J'étais convaincu que le faucon pèlerin avait disparu de nos contrées, même sans en avoir jamais vu. Et puis en 86, nous avons découvert un couple de faucons pèlerins en plein cœur de Berlin, sur l'Alexanderplatz. Les oiseaux n'ont que faire des frontières décidées par l'homme. Les faucons, élevés par le professeur Zahr à Berlin-Ouest, avaient franchi le mur pour découvrir l'autre moitié de la ville. La nouvelle fit sensation chez les écologistes. Alors que l'on croyait les faucons pèlerins définitivement disparus, voilà qu'ils faisaient leur réapparition au beau milieu de Berlin-Est. Depuis 1986, les faucons reviennent chaque année couver leurs œufs sur l'Alexanderplatz. Paul Zimmer en profite pour baguer les oisillons. Ce n'est pas lui toutefois qui se charge de grimper jusqu'à leur nid entre les tours de béton. En voyant approcher l'alpiniste et ornithologue André Laubner, les parents s'éloignent du nid. Armés de nos jumelles et de notre téléobjectif, nous retrouvons leurs traces en face de l'hôtel de ville, sur le clocher de l'église Sainte-Marie. Les oiseaux sont bagués, ils proviennent donc très certainement de l'élevage de Zahr. La presse accorde plus d'attention à cette opération annuelle de bagage des faucons qu'aux débats qui ont lieu chaque jour quelques mètres plus bas dans les salles de l'hôtel de ville. La scène vue d'en haut. Si Zimmer se sent parfaitement à son aise lorsqu'il faut grimper dans les arbres, il a beaucoup d'admiration pour le travail de l'alpiniste. André Laubner descend en rappel jusqu'au nid où les oisillons l'accueillent à grands cris. Le geste est parfaitement contrôlé. Silence maintenant. En dépit de leurs protestations véhémentes, les jeunes faucons sont hissés par-dessus la rambarde et déposés sur la balance avant que Paul Zimmer ne leur passe une bague à la patte. La procédure n'est guère du goût des oiseaux, mais tout va très vite. Quelques minutes plus tard, les descendants des faucons élevés par le professeur Zahr ont déjà retrouvé leur nid sur le toit de l'hôtel de ville. 30 années se sont écoulées depuis les premières expériences menées à l'Université libre de Berlin pour sauver les faucons pèlerins. Nous nous rendons avec le professeur à la clinique où est né ce projet, très exotique à l'époque. Les premiers essais de remise en liberté ont eu lieu devant l'amphi. Voici le frêne où nous avons fait les premières expériences, dans une aire construite par nous et d'où sont partis les premiers faucons élevés dans des nids artificiels. Les rapaces étaient ravitaillés par une corde. Leur remise en liberté a été pour le professeur comme pour ses étudiants un grand moment d'émotion. Nous allions les observer dès que nous avions une minute de libre. C'est un excellent souvenir, d'autant plus que cela a été un succès. En 83, le professeur quitte l'université pour aller s'installer comme vétérinaire à Hambourg. Nous restons assistés à l'endoscopie. Kerstin Müller est à l'affût du moindre signe anormal, mais elle ne trouve rien. Il faudra soumettre la femelle à des examens complémentaires pour cerner la cause du mal. Pour l'instant, Kerstin Müller doit s'occuper des faucons pèlerins saisis par les services de la police judiciaire. Les inflammations entre les serres indiquent que l'animal vivait perché sur une barre et ne pouvait pas se dépenser suffisamment. Les deux experts sont d'accord sur ce point, l'oiseau était élevé dans des conditions de stress. Après avoir désinfecté, pansé et éventuellement opéré les animaux, Kerstin Müller les enverra en convalescence dans la station de Paul Zimmer. On sent que ces animaux ont pour elle une signification particulière. Qu'est-ce qui vous fascine chez eux? Ce qui me fascine? Bonne question. J'aime les observer dans la nature. Cette rapidité. Ils symbolisent la force, la puissance, la vitesse, l'adresse, la ruse. Je les trouve beaux tout simplement. Un matin d'été sur l'Alexanderplatz à Berlin. Les faucons pèlerins ne sont pas sur la tour de l'hôtel de ville. Nous finissons par les dénicher sur le clocher de l'église Sainte-Marie. Nous arrivons juste au bon moment pour assister aux tentatives de vol de la génération 2001. Bientôt, les faucons se mettront à chasser les autres oiseaux de la capitale, en particulier les pigeons.
Bon pour le vol. On distingue nettement les bagues accrochées aux pattes, une image qui ravira tous les amis des rapaces. Nous voici maintenant dans le Mecklembourg, à l'orée de la forêt de Parchim. L'heure du grand départ a sonné. Les faucons de Hambourg sont désormais capables de voler et vont être remis en liberté. Et d'un. Le deuxième est un petit peu plus hésitant, mais lui aussi finit par prendre son envol. De la routine pour les éleveurs? C'est la routine, et en même temps cela nous touche à chaque fois, c'est vrai. Un faucon dans le ciel. C'est une source de joie. La vue de ces faucons pèlerins s'élevant dans les airs revêt une dimension unique lorsqu'on sait qu'ils auraient pu disparaître de notre monde sans l'intervention du professeur Fauconnier. La musique et la fauconnerie sont ses deux passions. En automne, il rassemble ses CD, ses faucons et son chien pour se rendre en Écosse. Le faucon pèlerin n'a jamais disparu de cette région située à la frontière entre la mer et les Highlands écossais. Ici, pas d'agriculture intensive, mais des marais sauvages à perte de vue. Le nord de l'Écosse a été épargné par la pollution d'origine agricole. L'eau a une teinte brunâtre, mais elle est propre et sans danger pour la survie des rapaces. Chaque automne, Christian Zar va se réfugier dans la solitude des montagnes sur les bords de la rivière Strathay. C'est surtout le fauconnier en lui qui est attiré par cet endroit. Son occupation favorite, chasser le lagopède avec un ami écossais. Exceptionnellement, il nous autorise à les suivre à la chasse. L'eau tourbeuse des montagnes d'Écosse, un régal pour le faucon de Hambourg. Avec son ami Stephen Frank, Zar a fermé cette petite maison et a le droit de chasser dans la zone située tout autour. Les deux hommes passent leur journée à bavarder, contempler leurs oiseaux, profiter du soleil de septembre, boire du thé, écouter de la musique et chasser. Mais l'art de la fauconnerie n'est pas la seule chose qui les unit. Stephen est un vieil ami fauconnier, je le connais depuis des années et des années. Cela fait plus de 30 ans que nous nous retrouvons en Écosse pour chasser. Stephen est pour moi un vrai gentleman. C'est un individualiste et un très bon fauconnier. Stephen a déjà eu l'honneur de chasser avec la famille royale, mais il refuse d'en parler. Le fauconnier attend que le pointer ait débusqué la trace d'un gibier pour retirer à l'oiseau son chaperon. Christian Zar aime ces paysages. L'Écosse est une terre encore authentique et sauvage. Quand on se promène dans ces montagnes marécageuses, on ne rencontre jamais personne. C'est merveilleux d'être seul avec un ami, avec les chiens et les oiseaux. Bien que les deux hommes aient plus de 70 ans, ils avancent d'un bon pas et nous peinons à les suivre. Premier point, le chien est en arrêt. C'est au tour du rapace d'entrer en scène. Le pointer est toujours immobile. Le faucon est l'ennemi naturel de la grouze. L'oiseau s'élève dans le ciel et tournoie au-dessus du chien aux aguets. Le fauconnier arrive rapidement sur les lieux pour faire lui-même sortir la grouze de sa cachette lorsque l'oiseau sera en position optimale. C'est toujours fascinant, dans la chasse au vol, de voir comment les trois espèces se complètent, le faucon, le chien et l'homme. Le faucon fond sur sa proie à la vitesse de l'éclair. Il est rapide, mais la grouze l'est encore plus. Les grouzes sont les proies les plus difficiles à attraper, donc aussi les plus intéressantes, nous explique Christian Zar. Sur 5 oiseaux débusqués par le chien, 4 réussissent à s'échapper. Mais cela ne fait rien. L'important selon lui n'est pas le résultat, mais le vol lui-même. Au tour de Stephen Frank de tenter sa chance, les chiens ont flairé une nouvelle piste. Christian Zar donne au faucon un morceau de viande en récompense. Le défi, c'est de réussir à ce que le rapace participe de lui-même, qu'il se soumette en quelque sorte volontairement à cette forme de chasse, parce qu'il sait qu'elle lui permettra d'attraper des proies.
À moins qu'il ne tombe sur une grouse plus rusée que lui. La poule se laisse tomber à toute vitesse dans la lande. Elle reprend son envol et se cache de nouveau entre les herbes. Elle parvient de la sorte à déjouer les attaques du rapace. Nous avons du mal à suivre ses mouvements avec la caméra. Une fois encore, la grouse cherche refuge au milieu des herbes. Puis elle repart en sens inverse. Le faucon doit s'avouer vaincu, mais les fauconniers, eux, sont ravis. Je suis toujours fasciné par la vitesse prodigieuse de cet oiseau et par sa capacité à venir à bout d'un rapace pourtant incroyablement rapide. Lorsqu'il fond sur sa proie et qu'il recroqueville complètement les serres, il se transforme en un obus vivant. Le rapace fend l'air dans un sifflement à plus de 300 km à l'heure. La grouse est tuée sur le champ. Le faucon commence aussitôt à la déplumer, mais les fauconniers lui donnent un bout de viande avant qu'il ne dépèce complètement sa proie. Pour les deux chasseurs, la grouse fera un savoureux repas. Attraper une proie, se nourrir, c'est la fonction originelle de la chasse. La chasse au vol a-t-elle encore un sens aujourd'hui? Bien sûr, on peut dire, est-ce vraiment nécessaire? Non, ce n'est pas nécessaire. Mais il y a dans la vie beaucoup de choses belles qui ne sont pas nécessaires. Comme quelqu'un l'a fait un jour remarquer, jouer de la flûte ne sert à rien non plus. Et pourtant, c'est beau. Ce vol superbe, ces tournoiements en l'air de l'oiseau aux aguets, cette manière de fondre sur sa proie, et puis cette joie lorsque la chasse réussit, je trouve cela tout à fait fascinant. C'est vraiment une facette importante de ma vie, une belle facette. C'était une bonne journée, une journée qui valait la peine d'être vécue.